Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Il y a 30 ans, en 1994, le président rwandais était assassiné lors d'un attentat, ce qui a déclenché par la suite le génocide contre les Tutsis. Ça fait l'objet du nouvel épisode de la série Contact avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut Alexandre, effectivement un anniversaire sombre qui a été souligné dans les médias depuis quelques jours quand le président rwandais, Habyarimana était tué avec son collègue président du pays voisin, le Burundi. Un massacre, un holocauste que nous avons beaucoup décrit, dont on a beaucoup parlé, ne serait-ce que parce qu'aux premières loges de cette histoire, il y avait un Canadien, le général Roméo Dallaire, qui a vécu dans toute son impuissance et celle des Nations Unies ce génocide qui a été depuis donc beaucoup raconté, même si ça demeure une histoire extraordinairement conflit. On parle de conflit ethnique entre une minorité Tutsi et une majorité Hutu au Rwanda. Les Tutsis qui n'existent pas, qui ne vivent pas qu'au Rwanda, donc dans la région des Grands Lacs, dans d'autres pays aussi. C'est compliqué, ça nous donne l'impression d'être sur nos écrans radars quelque chose de marginal, disons ça comme ça, malgré l'ampleur de ce que ça a été, et à plus forte raison pour les victimes et les familles des victimes. Le général Dallaire, je pense, par sa présence, a rendu l'affaire très sensible pour les Québécois et les Canadiens, mais c'est une affaire qui, à l'époque, avait quand même résonné partout dans le monde. Ce matin, je dirais que c'est le pendant sombre ou moins bien éclairé de cette histoire. Tu me diras, est-ce qu'il peut y avoir un pendant sombre à un génocide? Non. Sinon qu'il y a peut-être aussi un génocide qui en cache un autre, c'est-à-dire depuis 30 ans, le sort qui est fait aux Hutus, qui pour beaucoup se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, au Congo, et qui ont été à leur tour massacrés souvent, sinon systématiquement. Et ça nous met dans un registre où on est confronté à nos hypocrisies. Parce qu'on a beaucoup parlé depuis quelques années du mouvement Black Lives Matter, et j'en suis. Est-ce qu'une vie de noir aux États-Unis, au Canada, pèserait moins lourd qu'une vie de blanc? La question se posait parce qu'on avait l'impression, et particulièrement dans les rapports avec la police, que c'était 2 poids, 2 mesures, et c'est très probablement, sinon absolument, fondé. Donc, on s'est indigné, on a dit, il faut protéger ces vies. Comment se fait-il qu'au Congo, 10 millions de personnes à peu près, c'est peut-être 9, c'est peut-être un peu plus, parce que les statistiques sont imprécises. Comment se fait-il que 10 millions de personnes soient mortes, essentiellement donc des Africains noirs, dans l'indifférence la plus généralisée? Est-ce que Black Lives Matter less quand ça se passe là-bas par rapport à chez nous? Alors donc, d'abord, ce registre pour moi de l'hypocrisie collective. Je montre du doigt personne en particulier. Je pense qu'on est tous, moi le premier, parce que mon indifférence n'est pas différente de celle de plein d'autres gens. Une indifférence qui se nourrit à notre ignorance de ce qui se passe là-bas. Il se trouve que c'est un conflit, et tu comprendras rapidement pourquoi, qui se fait en silence, sous l'écran radar de la presse internationale. On rapporte pas beaucoup ce qui se passe au Congo, à l'occasion des bribes d'informations, mais ça nous renvoie à un deuxième registre d'hypocrisie. C'est que ce qui s'y déroule est pour beaucoup lié à notre appétit, en Occident et ailleurs dans le monde, pour ce qui permet de réussir la transition verte, c'est-à-dire tous ces minéraux essentiels aujourd'hui, le cobalt, le coltan, la liste est longue, rares, et qui se trouvent en abondance au Congo, comme par hasard. Et on est dans un cas de figure où un pays, puis on reviendra dans les détails, comme le Rwanda, qui n'a pas de mine de cobalt, par exemple, est un exportateur. Comment se fait-il qu'on arrive à exporter un minerai qu'on ne possède pas sur son territoire, sinon peut-être en pillant ce qui est une ressource présente chez son voisin? Je te propose d'écouter un extrait d'une entrevue qui m'a j'allais dire bouleversé, mais c'est plus que ça qui m'a forcé à me dessiller un peu les yeux. Alors, il y a certains qui diront, ouais, mais il y a plusieurs facettes à toute réalité. J'en suis. Il se trouve que le journaliste avec lequel je me suis entretenu, Charles Onana, politologue, a passé une vingtaine d'années de sa vie à documenter l'autre côté de l'histoire qu'on nous raconte, celle donc de ces Tutsis au pouvoir aujourd'hui au Rwanda, qui après avoir été victime, aurait incarné une certaine vertu.
parce qu'ils ont été victimes, il n'y a aucun doute. Ils ont été victimes d'un carnage. Mais est-ce que pour autant, leurs comportements sont exemplaires? Et qui télégraphie les intentions ou les manœuvres de M. Kagame depuis très longtemps, le président rwandais, avant qu'il n'arrive au pouvoir, à l'époque où il était dans le pays voisin en Ouganda, et encore aujourd'hui? Est-ce qu'il se peut que des intérêts de puissances étrangères, je vais ajouter à puissances étrangères puissantes, les États-Unis pour ne pas les nommer, des grands groupes miniers qui ont tout intérêt à faire main basse sur les ressources du Congo, puissent avoir un intérêt à ce que localement, il y ait quelqu'un qui facilite la tâche. C'est un peu ce que dit Charles Onana. Je propose, si tu le veux, un extrait de l'épisode de Contact qu'on a mis en ligne il y a quelques minutes. Allons-y. Il leur suffit tout simplement d'aller voir dans quelle situation se trouvent les enfants du Congo qui travaillent dans les mines de cobalt avec des brûlures extrêmement graves, des poumons dans un état abominable. Je ne parle même pas des conditions de vie au quotidien. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ne touchent même pas $1 par jour. C'est une forme d'esclavage. Mais c'est pire que des esclavages, c'est la destruction, je dirais, d'une population. Quand on parle de l'Holocauste, on ne parle pas de l'Holocauste simplement pour l'extermination, je dirais, militaire. Il y a l'extermination économique, c'est-à-dire qu'on tue les gens par la pollution, parce que tous ces enfants, ils respirent l'air pollué des mines de cobalt. Et il se trouve que le cobalt, aujourd'hui, c'est avec ça qu'on fabrique l'Union européenne et tous les autres vont fabriquer les batteries électriques, les batteries qui vont être utilisées dans les voitures électriques. Donc tout le monde parle de nouvelles, de transition énergétique, mais en disant que c'est de l'énergie propre. Non, mais dans le cas... C'est tout sauf propre. C'est tout sauf propre. Il y en a qui ont du sang sur les mains, hein, Stéphane? Oui, alors quand on parle de transition verte, est-ce que c'est une transition rouge sang? Nous, on se fait bonne conscience parce qu'en achetant un véhicule électrique, on se dit on fait ce qui est bien, ce qui est avisé pour le climat, pour faire notre part. La question, c'est combien de citoyens de la planète sont morts en 2023 en raison des changements climatiques? Il y en a, très certainement, et c'est un chiffre qui risque d'augmenter. Mais combien sont morts très directement en raison de l'exploitation sauvage de ces ressources au Congo et dans l'indifférence? Davantage, je te l'assure. On parle de 10 millions. 500 000 femmes, selon Charles Onana, violées à répétition. Des enfants esclavagisés. Oui. Pour moi, c'est encore une fois... Alors, est-ce que c'est une histoire qui nous concerne? Ben oui, parce que, je le répète, il y a deux angles morts. D'un côté, notre discours vertueux sur nos amis, nos voisins, nos concitoyens noirs, devant lesquels on dit « Ah ben, nous aussi, on est avec vous, Black Lives Matter », et à l'autre bout du monde, et pas tout à fait à l'autre bout du monde, ça pèse pas lourd. Et sur la question de la transition verte, est-ce qu'on est conscient de ce que ça signifie concrètement? Puis la réponse, je pense, non. Alors, c'est pas une façon joyeuse de commencer une journée, mais je suggère à tous qu'on se pose ces questions parce qu'il y a des répondants politiques qui sont pas beaucoup embêtés par ce qui se passe là-bas. Et je pense qu'on pourrait davantage mettre de pression et se questionner sur la manière, justement, d'exploiter ces ressources, même si, à la clé, il y a quelque chose de vertueux, c'est-à-dire favoriser la transition verte. Il n'y a rien de vertueux à le faire de la manière avec laquelle on le fait. Alors, donc, bon entretien, mais aussi, je dirais, un examen de conscience qui est violent. Oui, tu as tout à fait raison, c'est clair. Dis-moi, quel est le plus récent chapitre des déboires judiciaires de Trump là, qui a multiplié les tentatives là, pour faire suspendre le procès qui doit commencer sous peu du côté de New York? C'est quand même amusant parce que on passe du registre de l'horreur à, diront certains, une autre forme d'horreur, ce qui se passe dans le processus électoral américain, mais ça nous fait sourire cette fois-ci. Le seul procès qui risque d'être instruit avant les élections présidentielles, sous toute réserve, des choses pourraient s'accélérer, mais c'est le procès qui devrait démarrer lundi à New York dans l'affaire Stormy Daniels. C'est pas nécessairement le procès le plus compromettant pour M. Trump, mais en tout cas, c'est celui qui pourrait être terminé, qui pourrait se conclure avant les élections et où il pourrait être éventuellement jugé coupable. Il faut voir que toutes les accusations qui ont été présentées
aurait été dans un contexte normal ce qu'on appelle aux États-Unis des misdemeanors, c'est-à-dire des délits pour lesquels on paye une amende généralement, on va pas en prison, et qui, avec la sauce secrète du procureur, Alvin Bragg, et ça sera à lui de faire la démonstration que ça tient la route. Je pense qu'il y a certainement, en tout cas, la possibilité que son scénario tienne la route. C'est devenu des felonies, donc des crimes sérieux et pour lesquels M. Trump pourrait aller en prison s'il était reconnu coupable. Est-ce qu'il irait en prison s'il était condamné en septembre ou en octobre? Peut-être qu'il pourrait être libéré en attendant de qu'il se rende en appel, parce qu'il va faire appel. Mais cette semaine, il a justement, sur un paquet de fronts, décidé de faire appel 2 fois, 3 fois, demandant au juge de se récuser, parce qu'il estime que celui-ci est pas objectif. Sa fille est un démocrate, demandant à ce que le procès soit déplacé hors de Manhattan, parce qu'il y a une surreprésentation de démocrates à Manhattan, et c'est vrai, comme si... il était jugé à Washington, et ça risque d'arriver, il sera plus difficile d'avoir jury objectif, parce que à Washington, on est dans une ville hyper démocrate. Ça se fait, mais c'est un travail compliqué. Alors, lundi prochain, c'est justement la sélection des jurés qui va commencer. Ça sera pas une mince affaire. On a déjà une idée des questions qui vont leur être posées. Le juge qui préside va préférer demander aux futurs jurés, plutôt que êtes-vous démocrate ou républicain, est-ce que vous avez des sympathies pour QAnon? Est-ce que vous avez des sympathies pour les Oath Keepers, pour les Proud Boys? On voit un peu ce qui se dessine. Alors, j'imagine mal quelqu'un qui aurait des sympathies pour M. Trump et qui voudrait être sélectionné pour l'aider, dire « Oui, moi, les Proud Boys, je les aime beaucoup. » C'est ma gang. Ça serait ça. C'est ma gang, ça serait surprenant. Mais donc, cette semaine, feu de barrage, je dirais que dans le livre des manœuvres et procédures, les avocats de M. Trump ont épluché toutes les pages. Ça a été systématiquement et très rapidement rejeté parce qu'on veut que ça commence et ça va débuter donc très vraisemblablement lundi. Pas l'action véritablement puisqu'on commence par la sélection des jurés, mais juste ça risque d'être intéressant. Il y a 500 personnes à Manhattan qui ont reçu une invitation à se présenter. Il faut en sélectionner 12 et j'imagine que la gang de M. Trump va tout faire pour rendre ça difficile. Comme je le disais, ils sont convaincus qu'il est difficile, sinon impossible, d'être jugé équitablement à New York compte tenu de ce qu'il y a une prépondérance politiquement pour les démocrates. Bon, à voir, à valider. Stéphane, il y a les dépenses judiciaires de Trump, mais il y aura les dépenses électorales. On le sait, là, dans une campagne présidentielle, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a eu le gros show démocrate, la soirée avec quoi? Ils avaient amassé à peu près 25 millions. On était tout fiers de ça. Le week-end dernier, en Floride, Donald Trump a fait quoi? C'est du 2 pour 1, là. C'est du 2 pour 1. Il a ramassé 50 millions. Est-ce que tu as été invité? Je n'étais pas invité. Je n'avais pas l'épaisseur du portefeuille requis, Stéphane, pour me payer un siège à côté du président Trump. Alors, c'était à Mar-a-Lago. Oui. Juste ça, en soi, j'imagine que ça vaut quelque chose. Alors, pour ceux qui payaient le plein prix pour être assis pour leur siège, c'était 814 000 $, je pense, par personne. Je répète, 814 000 $. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui espèrent pouvoir prendre leur retraite avec ça. C'est ce qui a été dépensé par des très riches Américains, républicains, on l'imagine, milliardaires dans bien des cas, pour un peu rétablir les faits, parce que j'emploie toujours la même image, mais la politique aux États-Unis, c'est un concours de quéquettes, surtout si M. Trump fait partie de l'équation. C'est toujours le mien ou la mienne est plus grosse ou plus gros que la tienne. Dans ce cas-ci, c'était ma soirée bénéfice est beaucoup plus grosse que la tienne. Quelques semaines, en fait 2 semaines avant, les démocrates à New York, tu as parfaitement raison, à Radio City Music Hall, avaient, avec l'appui, c'était un gros show, là, il y avait Barack Obama, il y avait Bill Clinton et le président Biden avaient réussi à récolter 25 millions de $, puis ils se pétaient les bretelles en disant nous, les démocrates, on a de l'argent. Et c'est vrai, à ce jour, dans les coffres du parti, dans les coffres de la campagne, les démocrates ont plus d'argent que M. Trump et le Parti républicain. Mais là, je pense qu'il a voulu marquer un grand coup parce que c'est comme un proxy du succès électoral. On peut dire, regarde, dans les sondages,
M. Trump est en avance systématiquement depuis quelques semaines par 2 points, 3 points, 4 points, mais l'argent est toujours aussi un indice du succès et de ta capacité à être élu. Si tu as beaucoup d'argent, c'est donc dire que tu es un bon candidat. Et il faut rappeler que la Cour suprême a tranché là-dessus. D'ailleurs, l'argent est une extension de la liberté d'expression aux États-Unis. Et alors, on ne peut pas donner toutes les sommes que l'on veut donner à une campagne, mais on peut appuyer des groupes, ce qu'on appelle des Political Action Committees, qui sont favorables à un candidat, qui n'ont pas le droit de se concerter officiellement avec l'équipe électorale, mais qui peuvent, eux, dépenser sans limite. Il est théoriquement possible aux États-Unis de dépenser des milliards de dollars pour un candidat dans la mesure où c'est fait par ces PAC, ces Political Action Committees. Alors, quand je pense à nos vertiges et haut le cœur pour nos soirées bénéfices au Québec, pour le coût à payer pour avoir accès à un ministre. Alors, je ne dis pas qu'on ne fait pas bien de se poser des questions sur le financement de nos partis. Je pense que c'est absolument essentiel. La transparence particulièrement est un garant de démocratie. Dans le cas américain, c'est très, très transparent, mais il n'y a pas de limite. C'est vraiment le bar open, le buffet à volonté. Et s'il y a de l'argent, on peut le dépenser. Et là, encore une fois, M. Trump qui voulait montrer à tous que lui aussi est capable de rouler les mécaniques à hauteur de 50 millions. C'était ça que tu disais, 2 fois plus, ouais, un peu plus même que 50 millions en une soirée récoltée. Mais à ce jour, ce sont encore les démocrates, ces gens qui sont théoriquement pour le petit peuple, qui sont là pour appuyer les cols bleus et les ouvriers, c'est le Parti démocrate qui récolte le plus d'argent parce qu'aujourd'hui, la vérité, il faut le dire, c'est une inversion des polarités. Les républicains sont devenus un peu le parti des petites gens, des mécontents, et le Parti démocrate, le parti, je ne dirais pas des élites parce que l'expression a été tellement galvaudée, mais en tout cas de gens qui ont beaucoup de moyens. Et à preuve, je pense que le mois dernier, ils ont amassé près de 100 millions de dollars, les démocrates, en vue de la campagne, alors que les républicain ont réussi à bien faire, mais c'est pas tout à fait la même jauge, 60 quelques millions de dollars. Dans l'imaginaire électoral américain, ne jamais oublier que l'argent pèse lourd et qu'il veut dire quelque chose. Il y a des gens qui vont dire, ben moi je vote, c'est caricatural, mais pour le parti qui fait la démonstration qui est le mieux capable d'aller chercher du fric. Donc, quand tu dis j'ai des moyens de livrer la guerre électorale, c'est aussi comme si tu avais une plateforme qui plaisait à certains. Je suis pas sûr que par définition, ce soit les deux choses soient les mêmes, mais bon. Ouais. Est-ce que le fondateur de Wikileaks, on se rappellera de son histoire, Julian Assange, est-ce qu'en bout de piste, il pourrait rentrer chez lui en Australie? Je ne sais pas si c'est une histoire qui te préoccupe. Moi, elle me préoccupe depuis très longtemps parce que c'est le sort de la presse en général qui est dans le collimateur dans ce cas-ci. Parce que s'il fallait qu'il soit traîné devant les tribunaux aux États-Unis et reconnu, par exemple, coupable d'espionnage en vertu de cette vieille loi, le Espionnage Act, ça voudrait donc dire que tous les journalistes, à terme, qui auraient entre leurs mains des documents classés secrets ou confidentiels seraient susceptibles d'être traînés devant les tribunaux pour avoir eu ces documents. Et c'est un peu ce qu'on reproche à Julian Assange, donc fondateur de Wikileaks, qui avait, grâce à Chelsea Manning, mis la main sur des milliers de documents extraordinairement compromettants pour l'armée américaine et particulièrement pour ce qui se passait en Irak. Mais ce n'est pas que ça. C'était une épine dans le pied de plein de gouvernements. Les Espagnols, par exemple, ont perdu patience quand il s'est mis à publier des documents très compromettants pour le gouvernement espagnol sur les moyens dont il disposait pour lutter contre le mouvement indépendantiste là-bas. Et c'est d'ailleurs à partir de ces documents que les Espagnols se sont mis à faire pression sur l'Équateur, où il avait trouvé refuge dans l'ambassade de l'Équateur en Angleterre, à Londres. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont changé et que soudainement, l'Équateur a dit « Nous n'allons plus protéger Julian Assange ». Il avait été arrêté par les autorités anglaises à la demande des Américains. Donc, réfugié à l'ambassade équatorienne depuis 2012 jusqu'en 2019. Depuis 2019, en prison en attendant de savoir si oui ou non il pourrait être extradé vers les États-Unis et où potentiellement il pourrait faire face même à la peine capitale. Il pourrait être exécuté pour les crimes qu'on lui reproche. Et hier, qu'est-ce qu'on apprend? Joe Biden, lors de la visite du premier ministre japonais à Washington, a répondu à une question en disant « ouais, peut-être que finalement on va trouver une solution » et qu'on pourrait abandonner les procédures. Donc, est-ce qu'il pourrait
plaidé coupable, M. Assange, à des accusations moindres. On sait que l'Australie, le premier ministre et plusieurs ministres et une partie importante de la députation ont voté une motion pour demander la libération et le retour d'Assange vers l'Australie. C'est un allié important des Américains et c'est un contentieux entre les deux pays. Donc, soudainement, un petit peu d'espoir, dirons-nous, pour Julian Assange, qui attendait de savoir s'il serait justement extradé vers les États-Unis. C'est un développement que je n'attendais pas. On a pensé à une époque en 2020 que le président Trump, l'ancien président Trump, allait le pardonner. Ça ne s'était pas fait. Il s'est jamais vraiment expliqué là-dessus. Il avait laissé entendre que ça pourrait l'intéresser. Et là, Joe Biden, avant de compter les derniers jours de sa première présidence, qui ouvre la porte à ça, c'est un développement substantiel et certainement heureux. Merci beaucoup, Stéphane. Ciao. Salut.